Alors, la question suivante, c'est seriez-vous prêt à confier vos courses à Gemini ou à ChatGPT? Car en fait, on voit que de plus en plus, on va pouvoir faire ses courses avec l'IA générative et puis nos assistants virtuels vont devenir des marchands virtuels. Je vais vous partager d'ailleurs un article du journal du Geek qui parle en fait du projet de l'accord signé entre Carrefour et Google qui ont lancé le shopping zéro clic. Alors, je partage juste une petite seconde et voilà, et je vous mets le lien. Euh, donc, vous n'avez plus besoin en fait de remplir votre panier manuellement. C'est l'IA qui cherche, qui choisit et qui paye directement pour vous. Et donc Carrefour, c'est la première enseigne française qui adopte cette technologie. Donc, bien sûr, c'est un gain de temps. Et puis là aussi, il y a des interrogations, question de sécurité, contrôle de notre budget. Est-ce qu'on est vraiment prêt à laisser une machine gérer notre compte en banque? Ça existe aussi chez OpenAI et c'est beaucoup plus développé cette forme de shopping est beaucoup plus développée aux États-Unis qu'en France. Et donc, je vais laisser la parole à Rand pour qu'il nous explique ce qui se passe aux États-Unis du point de vue de cette nouvelle forme de d'e-commerce. So, Rand, um, what about shopping with Gen AI in the US? Thank you very much, Francois, and thank you very much all for my conversation in English. For shopping in the United States, it is something that has been going on now for about 4 or 5 years from the early adoption of AI. You're able to walk into stores and you can pick up items, and once you register at that store with your phone and your items, you just walk out. So unlike some experiences where you first have to tap and then you have to scan the items, in a lot of these physical stores, you just have your phone, your items, you walk straight outside the store, and it knows who you are. However, Amazon just shut down all of their Fresh Express stores this past week because they had a challenge of taking this AI model and making it physical. However, over the shopping season, over Christmas, we have seen several uses of AI where organizations have stepped back away from the store experience and is working with online shopping. So we're seeing e-commerce. I think many of you see it where you may look at something on the internet, might be in Facebook, it might be in Instagram, and next thing you know, you start getting advertising in your emails or on your phone. Maybe not as much in France because you have very strong privacy laws, very good security. But in the United States, I am constantly getting flooded with messages, text messages, of I look at something for just 2 seconds, and next thing you know, my feeds in Facebook and Instagram and what have you are all flooded with messages. But it's a lot faster than it's been. We've had this technology for 10 years. YouTube, Facebook, Google has always had this technology, but AI is making it faster. It's making it more prevalent. So just by looking at something in Facebook, seconds later, it shows up in your feed on TikTok, or it shows up in even when you're looking on your browser. It's a lot faster. It's a lot more personal. When you buy something, as Francois said, is that instead of filling your cart with one item that you're looking for, it will preload your cart with 3 things that it knows that you need to buy. Maybe some item that you normally buy every 2 weeks, and it's been 2 weeks since you bought it, it automatically fills your cart. It's a crazy idea. And my wife was very much against it because it was constantly populating her cart with a lot of items. But this has been now 4 or 5 months, and she says it's actually very helpful because it knew before she knew what we needed in the cabinet, what we needed in the refrigerator. And so this online shopping is smarter than us now to know what we need before we even think we need it. And so it's a whole new area that AI is helping
consumers, inviting consumers to be able to do their shopping. It's a fascinating area. Initially, it seems invasive. Initially, it feels like somebody's looking over me and doing things. However, in the long run, it actually has been very beneficial over time. Again, it's made my wife a believer, and she is not much into loving AI and technology. So there's something there. Wow. If even your wife is okay with that, so ok. Est-ce qu'il y a des questions peut-être pour Rand? Ok. Yeah, Yes. we have a question. Pierre, tu veux poser ta question directement? Ok, je vais essayer donc je la pose en anglais. Does AI improve the products that you usually buy? Interestingly, Or is it just the same? well, both. It will provide a recommendation. Like I said, 2 weeks later, it'll say you need to buy these noodles. And sure enough, in 2 weeks, we ran out of them. So it'll provide the suggestion. This is how advertising is changing, though, is that advertisers are now realizing, well, if you buy this brand of noodles, maybe they can advertise or put in your basket a different type of noodle. And so that's something, again, it's very annoying that I normally buy this brand, but now it put in my basket this brand, suggesting you should try this. Now, interestingly, when these advertisers put something in my basket, they'll usually do it at a discount. They will do a promotional pricing. So something that we may spend $10 for, they're putting in their basket for $5 on a promotion. So if I can get noodles for less, I'll give it a try. You're passive. But can you tell the AI, I need some maybe healthier products than I usually buy, and then if we provide the healthier products? Yeah, so there's a number of ways that we've seen AI work where when we're looking to be able to buy something, rather than telling the shopping cart, I need these 5 items, we can tell the shopping cart that we want to make this particular menu. And it will suggest the items and then put all of them into our cart. So we have online stores now in America that will provide suggestions on what I should be putting inside my cart. Ok, thank you very much, Rand. Et on retrouvera Rand en personne au DIMS le 18 mars. Il vient à Paris et il nous fera une présentation en duo avec Stéphane Nicolas, notre expert de la Chine. USA against China. Il ne faudra pas rater ça. À propos de Chine, on a un nouvel invité qui s'appelle Neil Larome et qui est basé à Pékin. Donc, ça veut dire que pour lui, actuellement, il doit être minuit et quelque chose. Et Neil, en fait, a fait partie du board de la French Tech à Pékin pendant 5 ans. Il accompagne des dirigeants et des équipes de multinationales sur l'adoption de l'IA. Il conçoit des programmes de leadership et de formation IA. Il aide les PME à structurer et automatiser leurs opérations avec des solutions simples. Et surtout, il parle couramment chinois et il est même marié à une femme chinoise. Et l'une de ses caractéristiques, c'est qu'il intervient aussi bien dans des entreprises chinoises qu'occidentales. Et il va nous donner sa vision de l'IA en 2 mondes. C'est-à-dire que d'un côté, naviguer entre la prudence occidentale et de l'autre côté, ce qu'il appelle le China Speed. C'est à toi. La différence entre l'Ouest et l'Est, peut-être, je pense que la Chine est très pragmatique. Et on sait que la Chine est pragmatique parce qu'on voit ça dans les véhicules électriques, on voit ça dans l'IA, on voit ça dans les puces. Les États-Unis ont bien essayé de bloquer l'avance technologique en Chine. Les Chinois trouvent toujours une façon. Et aussi, en termes d'utilisation de l'IA, les Chinois commencent à faire ce qu'on appelle le online shopping, les livraisons de nos courses, les livraisons de notre déjeuner en quelques minutes
15, 20 minutes, 30 minutes chez nous au bureau. Ils ont fait ça des années avant Grubhub et avant toutes les plateformes occidentales. Donc, ils ont beaucoup d'avance déjà. Donc, ils sont très pragmatiques et ils planifient tous à l'avance. Donc, il y a des cycles de développement en Chine qui sont bien plus rapides. Et il y a une protection aussi locale. On va en parler un peu. Donc, une différence dans l'ADN. Je pense que l'ADN, c'est quelque chose de très important. Mais en Europe, surtout, mais à l'Occident et en Europe, on pense toujours à quelle est la moralité derrière une décision. Est-ce qu'on prend des risques? Alors qu'en Chine, nous sommes, et je dis nous sommes parce que je vis en Chine à la façon chinoise, nous sommes très pragmatiques. La Chine, c'est comme une start-up énorme. On expérimente. On lance des prototypes dans le marché. On n'attend pas de voir quelle est la conséquence. On agit tout de suite. Et donc, quand quelque chose est assez bon, donc on dit vraiment good enough, on est capable d'y tirer dessus. Et donc, moi, j'ai travaillé dans diverses technologies avant de travailler dans l'IA, et ça a toujours été le cas que les Chinois étaient bien plus rapides pour lancer des prototypes dans le marché. Même s'ils ne marchaient pas, on voit si ça flotte ou ça flotte pas. Donc, c'est un peu comme une startup, mais on fait ça à l'échelle de dizaines et de centaines de millions. Quand on regarde le cycle de développement à l'Occident, on planifie, on prend un design, on valide, on regarde l'aspect régulatoire, on lance et on essaie de voir comment ça flotte dans le marché. Alors qu'en Chine, et j'ai dû le faire, c'est un peu comme être une startup, on a un concept et on lance les prototypes dans le marché, on fait le marketing et on fait l'ingénierie en même temps. D'ailleurs, on parlait avant de marketing, Manus, qui a été racheté par Facebook pour 2 milliards, ce sont des Chinois qui ont déménagé au Singapour. La Chine est en train de courir une petite investigation pour voir si oui ou non ils ont eu le droit de se faufiler au Singapour euh, avec tout leur savoir-faire. Mais il reste que les Chinois sont très rapides. Ok. Donc en Chine, les choses sont décidées de façon hiérarchique. Donc le top-down, on a des plans de 5 ans. Quand un leader dit on fait quelque chose, tout le monde le fait le jour même. Les plans de 5 ans sont aussi là pour presque garantir que ce qui est dans l'agenda va être subventionné et supporté par le gouvernement. Donc toutes les compagnies foncent en même temps dans la même direction. Il n'y a pas beaucoup d'hésitation dans l'industrie chaque fois qu'il y a un nouveau plan. Et l'IA, la santé, les EV, véhicules électriques, en font tous partie. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on voit des développements comme DeepSeek, donc en bas à droite, 5,6 millions de dollars investis pour apprendre sur le dos de GPT. Donc, c'est très expérimental, c'est très rapide, mais ça marche. Et ça prouve aussi, pour ceux d'entre vous qui ont réussi à choper Nvidia à moins 18% en janvier dernier, il y a 12 mois, j'ai réussi à le faire, c'était sympa. Je me suis refait 18% sur 2 jours. Donc, c'est quand la Chine agit, les choses bougent vite. Alors, on a une question d'Alexandre aussi. N'est-ce pas une chance et Ouais. une opportunité pour les Chinois de s'être fait bloquer par les US? Cela les a challengés pour construire leurs propres solutions, contrairement à l'Europe. Oui. Bon, enfin, avec tout le respect pour l'Europe, mais l'Europe n'est pas sur la carte quand on regarde les États-Unis et la Chine, qui occupent plus de 90% du développement de l'IA dans le monde. Oui, on a Hugging Face, on a Mistral, on investit quelques dizaines de milliards dans les puces, mais en termes de développement de l'IA en Europe, en général, on n'est pas très fort par rapport à ce qui se passe en Chine et aux États-Unis. Ok. Oui, l'Europe est foutue, oui. Merci, Il y en a Roberto. qui sont optimistes. Bon, Neil, on te laisse terminer rapidement Ouais, ta je vais présentation. vite fait. Ouais. Donc en fait, pour comprendre un peu l'Ouest et l'Est, regardez un petit peu le marché des paiements. En Chine, moi, j'utilise 2 applications pour payer, WeChat et Alipay. WeChat Pay, Alipay, c'est tout. À l'Ouest, c'est Apple Pay, Google Pay, puis après ça, vous avez une douzaine. C'est un marché très fragmenté. Et en fait, l'écosystème en général est très fragmenté parce qu'en Chine, on n'a pas le problème de antitrust. Donc, je vais peut-être essayer d'avancer. Voilà. Ici, regardez à droite,
à droite ici, vous avez l'écosystème Alibaba. Donc QN, qui est le modèle chinois, On le Taobao, connaît bien qui ici. est en fait qui est aussi l'Amazon. Vous avez Ele.me, que moi j'utilise pour acheter mon yaourt, voilà, pour faire mes livraisons à la maison. Vous avez pour le voyage, pour le paiement. En fait, l'écosystème est développé depuis très très longtemps. Alibaba, justement, à cause de leur pouvoir, ont été séparés par le gouvernement, non pas à cause d'un problème d'antitrust, mais parce qu'ils n'étaient pas liés au Parti communiste. Tout simplement. Ils n'ont pas respecté le système courant. Mais n'empêche que le gouvernement chinois permet à ces géants chinois de se développer et en fait, l'IA est intégrée dans le système dans son entièreté et dans tous les composants. Ce qui fait que quand vous avez Carrefour qui fait un partenariat avec Google, qui fait un partenariat et que vous avez plusieurs joueurs, en fait, vous avez un système qui est beaucoup plus lent, qui requiert des permissions, qui requiert des partenariats, qui requiert des intégrations, alors que dans un domaine chinois, vous avez en fait des géants qui sont intégrés euh, verticalement. Donc c'est très rapide. Hop, je vais faire escape. Et voilà. Donc une chose donc ici vous avez plusieurs écosystèmes. ByteDance, on n'en parle pas beaucoup à l'Ouest, mais vous savez que TikTok a fait apparition aux États-Unis. Et quand ils ont essayé d'arrêter TikTok, il y a peut-être une demi-année, tous les jeunes sont passés à Instagram, pas à l'Instagram de chinois qui s'appelle Xiaohongshu, Little Red Book. Donc, la Chine a des écosystèmes qui sont très attirants. Et c'est de même pour les modèles de langage. C'est de même pour les modèles de langage. Les gens s'en foutent un peu de leur data et de leur vie privée. Ils veulent quelque chose de pratique et de rapide. Et donc, j'ai trouvé en fait en faisant de la recherche des faits assez intéressants. Mais sur Hugging Face, euh, depuis septembre dernier, une grande majorité des modèles qui ont été utilisés sont des modèles chinois. Donc, les Chinois ont décidé que si l'Ouest va partir sur une stratégie closed weights, et même OpenAI, même leur open source, ils ont relâché très très peu. Ils ont un modèle de monétisation. Et maintenant, on voit ça avec les investissements de plusieurs trillions aux États-Unis, on voit qu'ils sont en train de bâtir des valuations interconnectées. Ici en Chine, ils veulent créer le Android, en fait, le open source. Ils veulent se répandre partout dans le monde avec une stratégie open source pour que les communautés de développeurs utilisent ce qu'ils produisent. Donc les Chinois ont décidé que si les États-Unis vont être iOS, ben, eux, ils vont être l'Android. D'ailleurs, le Android n'est pas disponible avec nos versions de téléphone de Huawei, et donc ils ont un système qui s'appelle Harmony. Et je vous garantis que tout ce qui est en bas de l'équateur va facilement adopter ces systèmes-là parce qu'ils sont moins chers. Voilà. Les compagnies OnePlus One, Huawei, etc. vont pouvoir envoyer des téléphones qui ne sont pas Android, mais Harmony dans le monde. Donc c'est vraiment dans l'open source que les Chinois vont commencer à jouer. Merci beaucoup, Neil. En fait, on va pas avoir le temps là de prendre d'autres questions. C'était passionnant. Merci à toi. Et Merci beaucoup, Neil. on va maintenant Avec passer plaisir. à une phase un peu plus pratique avec Marjorie qui va nous parler et nous montrer un Claude Cowork. Effectivement, alors Yann aurait adoré, je pense, vous montrer ça parce qu'il est très fan de Claude. Mais du coup, on voulait vous en parler un petit peu. Donc, j'ai installé Claude Cowork sur mon ordinateur pour vous montrer comment ça fonctionnait. Et d'ailleurs, j'ai dû faire des mises à jour et depuis, mon ordinateur ne fonctionne presque plus. Donc, merci Liagora. Il y a peut-être un lien avec Claude. Alors, pour vous Bravo, Marjorie. partager, Ton donc sens du Claude Cowork, sacrifice, c'est incroyable. exactement. Qu'est-ce que je ferais pas pour Liagora? Donc Claude Cowork, quoi, ça marche sur l'application qui est sur le desktop.
petite précision, moi j'ai un forfait pro, j'ai pas Yann a le forfait à $200. Moi j'ai le forfait pro basique, j'ai envie de dire, à $20. Et j'ai accès à Cloud Cowork. Alors comment ça fonctionne, Cloud Cowork? En fait, la différence du chat, donc là on est sur mon application. J'ai accès au chat et j'ai accès à Cloud Code. Mais Cloud Cowork, ça permet de se connecter, d'interagir directement avec des documents sur votre ordinateur. Et j'ai notamment du coup fait des tests comme ça. C'est un petit peu ce qui ressort le plus sur les tests qui sont faits. Donc en fait, vous allez pouvoir connecter votre cloud avec vos dossiers directement sur l'ordinateur. Donc ça pose quelques questions philosophiques aussi sur la sécurité. Quand vous vous connectez sur le dossier, il demande si on peut y accéder pour une fois ou pour tout le temps. Donc en gros, là, j'ai créé, moi, un dossier spécifique. Alors, j'ai voulu faire le test sur mon dossier de téléchargement. J'ai un dossier dans lequel j'ai plein de fichiers qui sont, je pense qu'on est tous un peu pareil. On stocke, on prend pas le temps de les trier. Et donc, je me suis dit que ça faisait un bon exemple. Donc, j'ai pris un sous-ensemble de mon fichier téléchargement, en fait. Je l'ai connecté sur Cloud et je lui ai demandé de m'aider à organiser le dossier. Donc, en lui disant, voilà, d'abord, donne-moi le nombre de fichiers. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est écrit peut-être un petit peu petit. Mais voilà, fais-moi une petite analyse et puis ensuite propose-moi un plan sur qu'est-ce que tu vas faire à partir de ces fichiers-là pour les organiser. Donc il me fait une première analyse en disant le nombre de fichiers. Donc là, il y avait 3300 fichiers avec la taille, la répartition par type. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est voilà ce qu'il propose de faire. Il propose voilà, de mettre un flag pour supprimer des fichiers qui peuvent être en doublon, de me créer des dossiers pour me classer mes fichiers avec différents batchs. Et donc là, voilà, il fait pas il fait pas les actions tout seul, il demande la validation de l'humain, encore heureux. Donc en me disant, voilà, je propose de commencer avec le premier batch, donc c'est de supprimer les installeurs qui sont les plus évidents. Et le numéro 2, de supprimer pareil, certains fichiers .zip. Et donc peut-être vous montrer à quoi ça ressemble dans mon dossier. Hop. Après, Donc, en juste, fait, il m'a créé. tu auras une Ouais. petite question, Marjorie, de Patrick, qui demande si tu as plugué cet outil à un LLM local, mais manifestement, ce n'est pas le cas. Non. C'est vraiment connecté sur mon compte Claude. Donc, directement en SaaS. Effectivement, la réponse de William. Donc là, vous voyez, en fait, il m'a créé un dossier to delete avec dedans les différents batchs. Certains, c'est les installeurs, j'en ai plus besoin, je pourrais les supprimer. Ça, c'est pareil, les .zip, j'en ai pas besoin. Et puis tout ce qui est dupliqué, donc tous les fichiers où il voit qu'il y a plusieurs versions. Alors, il ne les supprime pas de lui-même, mais il me les propose, il me les organise. Je ne vais pas vous faire tout le détail, mais vous avez compris le principe. C'est quand même assez bluffant. Après, il m'a du coup créé différents dossiers. Donc, photos, documents, présentations. Je lui ai demandé, j'ai interagi avec lui en disant dans ma présentation, crée-moi un dossier commercial, un dossier mission. Il allait me classer les fichiers dedans. Donc, assez bluffant encore une fois, et j'ai bien aimé le fait qu'il demande à chaque fois la validation, c'est pas complètement opaque. Ça pose encore quand même des questions parce qu'on lui laisse la main sur notre ordinateur. Et pour aller un peu plus loin, donc là, c'était uniquement sur le nom des fichiers et en gros l'extension où il va les classer. Et j'ai fait un essai sur des justificatifs de train. En gros, j'ai mis dedans des justificatifs de train. Hop. Voilà, il a tout cassé. Donc cette fois-ci, je lui ai dit, voilà, je vais organiser mes justificatifs de voyage en train par mois. Donc, range-moi un dossier par mois. Donc les justificatifs, c'était le nom, il y a juste le nom, je ne sais pas si vous enregistrez vos justificatifs de SNCF. Il y a juste la date et puis c'est marqué justificatif de train. Donc d'abord, il m'a créé deux dossiers dans lesquels il les a rangés. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'aprais, je lui ai dit, ouais, mais je vais aller renommer les fichiers avec la gare de départ et la gare d'arrivée. Et du coup, là, il est allé lire dans les justificatifs de train
que je peux vous montrer. Hop. Donc là, il a parcouru, en gros, justificatif d'achat, hop, pour aller lire la gare de départ à la gare d'arrivée et pour pouvoir me les renommer. Est-ce que mes dossiers sont sur le cloud? Non, mes dossiers sont sur mon disque dur. Donc là, vraiment, l'application, elle fonctionne sur mes fichiers en local. Et c'est ça qui est assez fou, c'est que c'est pas sur un drive sur le cloud. C'est vraiment l'interaction avec tes fichiers et tes documents.